Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition du 15h. Merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les titres de ce journal de ce mercredi 16 décembre 2015. Le projet de construction d'un logement au PK12, de 100 logements sociaux à PK12 ce matin. La pause pierre s'est effectuée avec la participation du Premier ministre. Djibouti rejoint les 34 pays de la coalition islamique contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a parrainé ce matin la cérémonie de la pose de la première pierre du village Al-Bahreïn pour le développement qui est financé par le comité d'hommes d'affaires des bienfaiteurs de l'association Al-Islah Al-Khairi. Ce projet est exécuté et supervisé par le comité africain de secours d'Al-Rahma international. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, du chef du secteur Afrique d'Al-Rahma international, Saad Al-Utaibi, le directeur régional du comité de secours d'Al-Rahma Djibouti, Abdelghani Al-Quraishi, le maire de la capitale, Hussein Abdullahi Qayad, ainsi que les organisations et internationales d'hommes d'affaires. Abdelkader Kamil Mohamed a été accueilli à son arrivée par le chef du comité de secours africain de l'État du Koweït, pour l'État du Koweït, pour l'Afrique de l'Est, Saad Al-Utaibi, le directeur régional du comité d'Al-Rahma, Abdelghani Al-Quraishi. Dans un discours prononcé à cette occasion, le chef de la délégation du Bahreïn, Tarek Taha Al-Sher, a tout d'abord remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux qui lui ont réservé, ainsi qu'à sa délégation. Il a indiqué que ce projet émane des bienfaiteurs et des hommes d'affaires de Bahreïn en faveur des personnes démunies et vulnérables. De son côté, l'ancien ministre des Affaires sociales de Bahreïn a expliqué que cette cérémonie coïncide avec la fête nationale de l'État du Bahreïn. Et il a indiqué que ce projet va améliorer sans nul doute les conditions de vie du comité de secours de l'État du Koweït pour l'Afrique de l'Est. A souligné également de son côté Al-Rahma international est chargé de l'exécution et de la supervision de ce projet qui comprend 100 logements sociaux, une mosquée, une école encore. Il a tenu à remercier l'État de Bahreïn et son peuple pour ce geste en faveur des personnes démunies à Djibouti. Il a souligné aussi que la cérémonie de la pose de la première pierre coïncide avec la fête nationale du royaume de Bahreïn. وننقل لدولتكم سلام أهل البحرين وتحياتهم وفرحتهم أيضا أنهم يشاركونكم اليوم فرحة البحرين بعيدها أو بيومها الوطني. Le maire de la capitale, Hussein Abdullahi Qayad, a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a souligné que nous sommes rassemblés aujourd'hui, a-t-il dit, pour offrir 100 logements décents à des familles démunies djiboutiens. De son côté, la secrétaire d'État chargée du logement, Amina Abdi Aden, a adressé ses remerciements les plus chaleureux au royaume de Bahreïn qui contribue au financement de ce projet de construction de 100 unités de logement et de divers équipements sociaux à l'adresse des familles vulnérables djiboutiennes. Je vous propose de les écouter tour à tour. Cette aide, aujourd'hui, nous vient du comité africain du secours, communément appelé Al-Rahma, qui intervient aussi bien dans la capitale, mais aussi dans les districts de l'intérieur, pour soulager la tranche de population la plus vulnérable et dans différents domaines tels que la santé, l'éducation ou le développement social. Ce projet qui nous réunit aujourd'hui en est un de plus et comprend 100 logements avec l'eau courante et les infrastructures nécessaires, écoles, dispensaires, mosquées et ateliers de couture. Cette cérémonie de lancement de travaux de construction de ce projet dénommé Village Bahreïn constitue une occasion de célébrer avec nos sœurs et frères de Bahreïn, en ce jour de commémoration de leur fête nationale, une journée de fête et de joie. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs,
donc une très bonne fête nationale. Comme vous le savez, l'accès à un logement décent pour chaque ménage djiboutien est une priorité pour son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement. Dans cette optique, le logement social requiert une place importante. Pour ce faire, ces dernières années, un accent particulier est mis sur la réalisation de programmes immobiliers exclusivement axés sur les ménages à faible revenu. La dernière en date est le lancement du programme de parcelles assainies et d'autoconstruction de la cité Nassib, dont la première phase de 2000 unités a été lancée par son Excellence le Président de la République le 2 août dernier sur ce même site de Balbala Sud. Une étape plus importante de cet engagement est annoncée avec le lancement prochainement de vastes programmes de construction de logements. Le Premier ministre Abdelrahman Mohamed a prononcé de son côté un discours dans lequel il a exprimé son plaisir d'assister et de parrainer cette cérémonie de pose de la première pierre du projet de développement au village de Bahreïn au PK12. Il a remercié en outre la délégation de l'État de Bahreïn qui ont financé ce projet de charité. Je vous propose de l'écouter. L'achèvement de ce projet renforcera la politique du gouvernement en matière de logements sociaux, conformément aux orientations du président de la République qui souhaite améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et des Djiboutiennes dans toutes les régions. Notre objectif de réaliser un développement global et harmonieux pour les populations urbaines et rurales sera ainsi atteint. J'ai saisi cette occasion pour rappeler que le gouvernement djiboutien ouvre ses portes à tous les investisseurs des pays du Golfe qui désirent développer des projets de charité pour leurs frères djiboutiens. Des directives ont été données pour mettre à leur disposition toutes les facilités, les exonérations nécessaires en faveur du bureau de l'organisation Merci International dans la mise en œuvre de ce projet. Nous souhaitons ainsi encourager toutes les bonnes initiatives et les efforts de bienfaisance qui contribuent au développement du secteur de la charité à Djibouti. Comme je vous l'annonçais dans le titre, la République de Djibouti salue l'annonce de la création à Riyad de la coalition islamique pour la lutte contre le terrorisme. Cette coalition, dirigée par le Royaume de l'Arabie Saoudite, comprend 34 pays, notamment du Moyen-Orient, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, notre pays confirme son adhésion à cette coalition. Djibouti, donc, a rejoint cette coalition dans le cadre de son rôle de premier plan dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix et la sécurité régionale et internationale. La République de Djibouti salue cette initiative de l'Arabie Saoudite et affirme de participer activement à la réalisation des objectifs de la coalition selon ses capacités et ses moyens. L'annonce de la création de la coalition islamique a été faite avant-hier par l'Arabie Saoudite. Parmi ces 34 pays, donc, on peut citer Djibouti notamment, le Bénin, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Gabon, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc ou le Niger. L'Algérie, par contre, n'en fait pas partie. L'objectif de cette alliance de 34 pays musulmans, tous membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, sera de combattre le terrorisme militairement et idéologiquement dans un contexte de montée en puissance de groupes djihadistes. 10 autres pays, dont l'Indonésie, le plus grand pays musulman par sa population, soutiennent cette nouvelle coalition et pourraient se joindre à elle ultérieurement. La coalition va combattre le terrorisme militairement, idéologiquement et médiatiquement, en plus de l'effort sécuritaire. C'est ce qu'a expliqué le vice-prince héritier et ministre saoudien de la Défense, Mohammed Ben Salman, lors d'une conférence de presse qu'il a donnée hier. Les assises du Conseil national du FRUD se sont tenues ce matin au Palais du Peuple. Ces assises ont été présidées par le président du parti, Ali Mohamed Daoud, avec la participation de tous les dirigeants et membres du Conseil national du FRUD, dont le président de l'Assemblée nationale. L'objectif de ces assises était de débattre sur la vie interne du parti, l'élaboration encore du projet d'ordre du jour du congrès du 26 décembre prochain. Dans son discours d'ouverture, le président du parti a indiqué que les activités du parti étant ralenties ces dernières années. Par la suite, il a rappelé l'accord de paix et de réconciliation nationale signé le 26 décembre 1994, en l'occurrence l'accord d'Ab'a. Dans un discours prononcé, le président du FRUD, Ali Mohamed Daoud, a mis en avant l'engagement sur la situation du parti FRUD qui est affecté par le manque de mobilisation interne, à l'instar des autres partis politiques. Il a demandé à la jeune génération de s'impliquer davantage pour la marche en avant du parti. Donc, toujours lors de ces
ces assises, plusieurs militants responsables ont tour à tour pris la parole, dont M. Ali Guelleh, qui a d'emblée affirmé que le débat était franc et direct entre les membres du Conseil national, qui ont pour principale ambition de renforcer le parti FRUD pour qu'il participe activement au sein de l'UMP à la gestion du pays. L'objectif principal de ces assises du Conseil est la préparation du congrès du 26 décembre prochain qui va se positionner sur les élections présidentielles de 2016 qui arrivent. Il a ajouté que malgré les apparences et contrairement aux autres partis politiques, les militants du parti FRUD ont une conviction et des principes bien définis pour l'avenir du parti et du pays. Donc après les séries d'interventions, un débat franc et direct s'était déroulé entre les membres du Conseil. Des propositions étaient également faites pour redynamiser, renforcer encore, réorganiser le parti FRUD. Le Conseil a aussi décidé de préparer le congrès du 26 décembre prochain. Vous aurez les images de ces informations que je viens de vous faire dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Un atelier de réflexion axé sur l'institutionnalisation des cours de soutien dans les écoles primaires s'est ouvert aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. L'ensemble des inspecteurs et des conseillers pédagogiques du primaire prennent part à cette session de réflexion de 2 jours animée par M. Isman Ibrahim, inspecteur pédagogique et conseiller principal du ministre de l'Éducation nationale. Les travaux de cet atelier ont été lancés par Haroun Omar Aden, secrétaire général du MENFOP, en présence des hauts cadres du responsable du ministère de l'Éducation nationale. L'occasion pour lui de mettre l'accent sur l'importance des cours de soutien dans la stratégie d'amélioration de l'offre d'éducation publique. Et à ce titre, le secrétaire général a rappelé les difficultés les plus récurrentes en classe, surtout en lecture et en mathématiques. Ce qui nécessite, a-t-il dit, un inventaire des pratiques déjà en cours en matière de soutien scolaire et l'élaboration d'une stratégie cohérente pour un soutien scolaire plus efficace et plus adapté. C'est d'ailleurs le propos de la mise en place de 2 groupes de réflexion dont l'un composé de conseillers pédagogiques auront à se pencher sur l'inventorisation des pratiques en cours et le second groupe va se positionner sur l'élaboration, la stratégie ou encore le programme national de soutien scolaire. Vous aurez également les images de ces informations dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Et toujours en nouvelle donc du pays, la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, célèbre depuis hier la semaine de l'assurance maladie. En cette 2e journée, les équipes de la CNSS ont installé des stands d'information au sein de l'université de Djibouti en vue de sensibiliser les étudiants sur ce régime qui vise à offrir une couverture médicale pour tous. Sachez que la Caisse nationale de la sécurité sociale a affilié déjà une grande partie des étudiants de l'école de médecine. C'est des étudiants qui ont, en égard de leurs études, sont avec les patients et en contact donc exposés à des risques. C'est dans ce contexte que les étudiants en médecine ont été affiliés en premier. La CNSS projette en partenariat avec l'université de Djibouti d'affilier et d'enregistrer tous les étudiants à l'assurance maladie universelle pour qu'ils bénéficient de soins de santé, de qualité dans les structures de la santé, dans la Caisse nationale de la sécurité sociale, comme dans le centre de soins, autrement dit l'EX et SEMIA. Sous le patronage de la préfecture de la région d'Arta et la présidente du conseil régional d'Arta, l'appui et la participation de la direction de l'élevage et la coopération chino-djiboutienne, une cérémonie de vaccination d'élevage s'est déroulée lundi dernier dans la région d'Arta, en particulier dans la localité de Ouéa. Et avant de clore l'actualité nationale, un avis de recherche. La famille Ali Salim Saïd prie à toute personne ayant rencontré ou vu Ali, le père Ali Salim, qui a quitté son domicile de la PK13 hier vers 19h. Ali Salim est âgé de 61 ans. Il souffre d'une maladie grave. La famille demande à toute personne disposant d'une information, quelle information ça soit, le concernant, de s'adresser au numéro de téléphone suivant, le 77 81 25 98 ou encore le 77 24 72 75 ou au poste de police de la cité Hoden. Actualité à l'étranger maintenant, sans plus tarder. La coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite a annoncé l'entrée en vigueur mardi d'un cessez-le-feu au Yémen, où le conflit entre les rebelles chiites houthis et le gouvernement fait rage depuis plus de 9 mois. Hussein Aoulet nous en dit plus. Un cessez-le-feu entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales est entré en vigueur hier au Yémen.
a annoncé la coalition militaire arabe qui intervient dans les pays sous l'égide de l'Arabie saoudite. Malgré la trêve, 7 civils ont été tués dans des bombardements, indique une source médicale. La durée de cessez-le-feu devrait être de 7 jours, éventuellement renouvelable, avait indiqué la présidence yéménite le 8 décembre. Cette trêve prendra effet avant l'ouverture des pourparlers de paix qui doivent se tenir sous l'égide de l'ONU dans un lieu tenu secret en Suisse. Les Houthis, issus de la minorité zaïdite, une branche du chiisme, est alliée à des puissantes unités militaires restées fidèles à l'ex-président Ali Abdel Salah. Se sont emparés depuis juillet 2014 des larges pans du Yémen, dont la capitale Sanaa et des provinces du nord-ouest, de l'ouest et du centre qu'ils contrôlent toujours. Les forces anti-rebelles ont reconquis cet été 5 provinces du sud, dont celle d'Aden, deuxième ville du pays. Des précédentes tentatives de négociation et de cessez-le-feu ont échoué au Yémen, où la guerre a fait depuis mars au moins 6 000 morts et 28 000 blessés, dont de nombreux civils, et a directement affecté 80% de la population de ces pays pauvres de la péninsule arabique. Les États-Unis et la Russie avancent dans la même direction sur le dossier syrien, c'est qu'a déclaré John Kerry au Kremlin, où le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu pendant près de 3 heures avec le président Poutine. Commentaire également avec Hussein Aouled. Moscou et Washington ont trouvé un terrain d'entente sur les groupes d'opposition susceptibles de participer aux négociations de paix avec le régime Assad. La question sera débattue à New York vendredi prochain lors d'une réunion internationale dont le principe a été accepté par Moscou. Nous soutenons l'idée de la convocation à New York ce vendredi d'une réunion au niveau ministériel du groupe international de soutien pour la Syrie, a souligné en conférence de presse le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Et nous espérons pouvoir présenter à la fin de cette réunion, avec le consentement de tous les membres du groupe, un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le rôle de Bachar Assad, dont les processus politiques demeurent la principale pierre d'achoppement. Sur ce point, Jean Kerry a joué la carte de la diplomatie. Il a déclaré en substance, je cite, « Les États-Unis et nos partenaires ne cherchent pas un changement du régime. Comme on dit en Syrie, ce que nous avons dit, c'est que nous ne croyons pas qu'Assad lui-même soit en mesure de diriger la future Syrie. » C'est tout pour cette édition de la rédaction de ce début d'après-midi. Restez avec nous, ne bougez pas. Tout de suite, c'est l'appel de la prière à l'Asr. Et juste après, c'est les minutes du focus de Nagat Fateh. Voilà ensemble pour la suite de ce journal et nous entamons le focus de ce début d'après-midi, bien sûr. Nagat Fatih, nous sur le plateau. Bonjour Nagat. Et nous allons parler actualité nationale. Tout d'abord, nous allons parler de l'atelier de réflexion. De l'atelier de réflexion au CRIPEN, qui s'est tenu au CRIPEN. Et nous allons ensuite parler de jeux d'hiver qui se tiendront en 2022 en Chine. Et la Chine qui veut en finir avec la pollution entre-temps, bien sûr. Effectivement. Donc, un atelier de réflexion sur l'institution des cours de soutien dans les écoles primaires. C'est ouvert aujourd'hui même au centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental. L'ensemble des inspecteurs et des conseillers pédagogiques du primaire prend part à cette session de réflexion de 2 jours animée par M. Esman Ibrahim, inspecteur pédagogique et conseiller principal du ministre de l'Éducation nationale. Donc les travaux de l'atelier ont été lancés par M. Haroun Maradem, le secrétaire général du MENFOB, en présence des hauts cadres et des responsables du ministère. L'occasion pour lui de mettre l'accent sur l'importance des cours de soutien dans la stratégie d'amélioration de l'offre d'éducation publique. Donc à ce titre, le secrétaire général a rappelé les difficultés les plus récurrentes en classe, surtout en lecture et en mathématiques, qui nécessitent un inventaire des pratiques déjà en cours de matière et de soutien scolaire et l'élaboration d'une stratégie cohérente pour un soutien scolaire pour tout élève qui permet un soutien
pour l'enfant afin de mieux comprendre les cours en fait appris en classe pendant la journée. Bien sûr, et pour aller devant aider les élèves à bien assimiler les cours qu'ils apprennent en cours de classe. Voilà. Et la Chine qui va en finir avec la pollution, bien sûr, de la mesure où les Jeux olympiques d'hiver de 2022 se tiendront à Pékin. Approche à grands pas. Donc la Chine a de nouveau promis hier de prendre les mesures nécessaires afin de réduire la pollution atmosphérique dans l'optique des Jeux Olympiques 2022 qui se tiendront à Pékin. Ceci est une semaine après que la capitale chinoise a été pour la première fois placée en alerte maximale rouge à la pollution atmosphérique. Le vice-président, le vice-premier ministre, M. Zhang Guoli a promis aux autorités de prendre des mesures très alertantes. Donc, nous avons utilisé, a-t-il dit, plus de détermination, plus de vigueur, de meilleurs mouvements pour prévenir de la pollution de l'air dans la région. Nous avons d'ailleurs utilisé des mesures concrètes pour faire baisser la pollution atmosphérique et gagner de la confiance du peuple. Donc en juillet, Pékin a appelé à la création d'un réseau national de détection de la pollution, mobilisant plusieurs outils technologiques sur Terre, dans les airs et dans l'espace, l'ambiance, et que ces technologies soient suffisamment en fait efficaces d'ici les Jeux Olympiques d'hiver 2022. Et l'actualité sport, les gars, qu'est-ce que tu nous as concocté? Voilà, Coupe du Monde des clubs, suivez en ligne si vous êtes impatient. La rencontre de football opposant en fait Sanfrecce, Hiroshima et River Plate. Ce match se déroulera en fait ce soir à 11h30. Heure locale. Eurosport propose d'ailleurs pour cette rencontre un suivi en direct permettant de connaître l'évolution du score et les actions importantes. Donc les entraîneurs de Wang Jin et Marcelino vont-ils trouver une solution pour remporter ce match qui se passera ce soir dans les tribunes. Ah bah que le meilleur gagne dans ce cas-là. Ouais. Et pour clôturer ce focus l'insolite comme d'habitude, Negad. Un robot vous aide à trouver l'amour. Ah bon? Il ne manquait plus que ça. Sur Tinder, en fait, grâce... Mais après le site internet, c'est les robots qui s'y mettent. Voilà. Un petit robot, en fait, il n'y a qu'à en fait, mettre son pouce sur un détecteur de pour en fait connaître en fait celui qui est compatible à votre caractère et à votre c'est le robot qui nous donne ça. Voilà. Donc, ce robot expérimental utilise la transpiration de vos mains pour nous dire qui est en fait adapté plus à votre caractère. Donc, mais il reste au moins en fait une chose qui ne trompe pas, ou presque la moitié de nos mains. Ce drôle de robot mis au point par un étudiant de New-Yorkais utilise un conducteur électrique afin de repérer l'apparition des sueurs sur le paume de la main et passer en revue les profils sur l'application. On va le retrouver sur cette terre. Et si après les sites d'internet, c'est les robots qui s'y mettent aussi pour trouver l'amour. Ouais. Ah ben, les gens les plus faibles vont sûrement chercher ce qu'on aller en fait se laisser au destin. Bien sûr. C'est le conseil de Negad de ce fin de semaine pour nous. Merci Negad. Ouais. Je te retrouve vendredi soir pour l'édition de 22h, Inch'Allah, bien sûr. Vous l'avez tous compris, c'est notre week-end à nous. Sachez que ce soir, vous avez rendez-vous avec Asma Bakar Ali Abdillahi pour une nouvelle édition de la rédaction, bien sûr. Je remercie au passage toutes les équipes techniques et les équipes rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. Je vous retrouve vendredi soir pour l'édition de soir, bien sûr, à 22h, Inch'Allah. Entre-temps, passez des bons moments avec tout ce qui passe sur Télé Djibouti. Bye bye.